De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Tout de suite le dossier du jour. Au Togo, il est impossible de parler du commerce de tissus sans évoquer les nanabens. Ces revendeuses de wax hollandais sont devenues au fil des années un poids majeur de l'économie togolaise. Mais aujourd'hui, leur âge d'or semble révolu. Leur activité subit en effet de nombreuses difficultés. Parmi celles-ci, la contrefaçon. Jean-Marie, est-ce que la contrefaçon est devenue aujourd'hui un fléau pour les activités textiles et notamment pour la fabrication du pagne? Tout à fait, parce que bon, vous avez ce qu'on appelle une marque. Quand vous avez des clients qui sont habitués à acheter une certaine qualité de tissu. Par la suite, dès que vous changez cette qualité-là, bon, évidemment, les vendeurs sont perdants dans l'histoire. Les vendeuses, les nanabens, justement, elles perdent énormément en termes de revenus. Mais par contre, la contrefaçon, bon, on sait essentiellement qu'en Afrique aujourd'hui, bon, je ne vais pas pointer un pays du doigt, on voit tous, si vous voulez, d'où est-ce que ça vient. Donc cette contrefaçon-là, et évidemment qu'il y a, si vous voulez, l'impact de la contrefaçon et il y a aussi l'impact, comment dirais-je, de la modernisation des tissus africains. Parce que de plus en plus, vous avez par exemple des couturiers africains qui font travailler des tissus africains qui gagnent en qualité. Puisque jusque-là, si vous voulez, tout ce qui est industrie textile en Afrique, c'est resté entre tradition et modernité. Vous avez des gens qui veulent bien, si vous voulez, qu'on puisse industrialiser le tissu africain en tant que tel. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui sont attachés à la tradition, à la qualité des tissus, le fait main artisanal qui représente la qualité pour les gens. Donc pour eux, pouvoir industrialiser, si vous voulez, c'est quoi? C'est une perte de la tradition, des us et coutumes. Donc ce qui fait que, bon, effectivement, dans un cas comme celui-là, la contrefaçon ne peut qu'être préjudiciable par rapport, si vous voulez, aux marchands de... Alors Jean-Marie, pour illustrer vos propos, on va regarder tout de suite un reportage donc, sur les nanabens au Togo, un reportage d'Emefa Kofi. Femme milliardaire, l'œil de ma rivale, la main de Dieu, multipartisme, voilà autant de noms attribués au pagne qui, à partir des années 60, étaient vecteurs de messages pour celles qui les portaient. Pour se vêtir avec ce tissu imprimé de qualité supérieure, il fallait dépenser près de 20 000 francs CFA, une somme que seules quelques bourses pouvaient s'offrir à l'époque. Et c'est avec beaucoup de prestige que ce commerce était entretenu au Togo par celles qu'on appelle les nanabens. Célèbres revendeuses de wax hollandais, elles ont fait de Lomé la capitale du pagne et représentaient le poumon de l'économie nationale. Le commerce du pagne s'étendait au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, à la Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Congo. Le chiffre d'affaires des nanabens s'évaluait à des dizaines de millions de francs CFA entre les années 1960 et 1980. Mais très vite, à partir des années 90, les nanabens ont commencé par perdre leur fortune et leur poids économique. Principale raison, les différentes récessions économiques, la crise du pétrole, la dévaluation du franc CFA et surtout la découverte par les femmes des autres pays africains des secrets des nanabens qui se ravitaillaient aux Pays-Bas. L'autre raison fondamentale de ce déclin se trouve être aujourd'hui la contrefaçon. Le prix du pagne wax est supérieur ou égal à 30 000 francs CFA, alors que la contrefaçon pouvait varier entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous allez au marché, vous aurez un motif de pagne en Vlisco que vous allez acheter à 45 000. Vous avez le même motif que vous allez acheter en bas de gamme à 6 000. Vous avez le même motif que vous allez acheter à 2500. Bon, quand on prend tout ça là en compte, je peux dire que le pagne en général n'a pas de problème parce que c'est le tissu que nous avons le plus au Togo. Mais c'est les nanabens peut-être qui ont quelques difficultés. Depuis la libéralisation du marché du textile en 1995 et la suppression de quotas d'importation en 2004, la contrefaçon venue notamment de Chine et du Nigeria a déstructuré le marché du pagne au Togo. Et à ces pagnes de qualité douteuse, beaucoup s'y intéressent malheureusement, encourageant ainsi leur commercialisation. Si moi je prends le marché togolais, je prends le grand marché, vous avez
une catégorie de personnes, de femmes qui vendent le tissu ouasse, la bonne qualité. Là maintenant, si moi je chiffre le pourcentage, je n'ai pas fait de statistiques, hein, mais je peux dire que là maintenant, vous avez à peu près 20%, même 20%, c'est généreux, je pense, hein, qui vendent le tissu de le ouasse, le Vlisco, bonne qualité, et tous les 70% ou 80%, c'est des contrefaçons avec toutes les marques, depuis les produits fabriqués en Chine, je ne sais pas où, mais le marché est inondé de tissus qu'on appelle entre guillemets ouasse, mais ce n'est pas eux tous qui sont de véritables ouasse. Manatex est l'un des magasins implantés au Grand Marché de Lomé. C'est un héritage de la Nanabinz Manavi Ahiankpor Sewa qui a confié le commerce du pagne à sa descendance. Manavi Ahiankpor Sewa fut en effet la première commerçante de tissu pagne à avoir acheté la première voiture de marque Mercedes-Benz au Togo. Le Togo, en signe de reconnaissance pour sa contribution à l'économie nationale, a fait de Manavi officier de l'ordre du Mono le 12 janvier 1986. Après elle, se sont succédés bien d'autres Nanabinz. Leurs boutiques implantées également au Grand Marché de Lomé subissent les coûts de la cherté de la vie qui n'épargnent pas non plus les détaillants de pagne wax. Avant, quand on parlait de Nanabinz à Lomé, actuellement, c'est plus ça. C'est plus ça. Parce qu'avant, on vendait les pagnes là. Les pagnes qu'on vendait avant à 20 quelques mille, à 17 à 18 000. Maintenant, c'est à 35 000 les 3 pagnes. Et maintenant, là, comme ils ont haussé le prix des pagnes maintenant, et puis elle aussi, elle n'arrive pas à vendre le truc là. Elle n'arrive pas à bien gérer le commerce. Les Nanabinz faisaient jusqu'à 20 millions de bénéfices par jour il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, elles se contentent d'à peine 1 million de recettes journalières. Devant cette situation, l'Association des revendeuses professionnelles de pagne avait dénoncé en août 2004 la concurrence déloyale alimentée par le marché de la contrefaçon, une action qui n'a pas donné les résultats escomptés. En 2014, soit 10 ans après, c'est la Chambre du commerce et d'industrie du Togo qui initie l'événement Le Pagne en fête sur l'ensemble du territoire national, histoire de redonner à la jeunesse le goût du pagne, mais pas n'importe lequel, le vrai, l'original. Mais ces initiatives n'auront pas suffi pour lutter contre la contrefaçon. Certains évoquent l'élaboration d'une politique nationale du pagne. Particulièrement pour le commerce du pagne, est-ce qu'il y a des politiques favorisant ce commerce ou bien faisant la promotion de ce commerce particulièrement? Je n'en vois pas trop. Il y a certaines festivités quand même que le gouvernement appuie, mais à terme de politique nationale, à l'endroit de ces Nanabinz, il y a encore du chemin à parcourir. Un constat est tout de même à faire. Quoi qu'on dise, les jeunes s'intéressent davantage au pagne. Seulement, beaucoup ne parviennent pas à s'offrir les moyens de se procurer l'authentique. Du côté des stylistes, la question semble être bien perçue. Quand j'étais rentrée en 88, 89, ma clientèle, c'était les étudiantes. Et elles aimaient bien porter le pagne. Hein. Elles aimaient bien porter le pagne parce que les modèles qu'elles voulaient, elles avaient les modèles. Il faut intéresser la jeune génération au port du pagne. Et ça, c'est le travail des stylistes. Une chose est certaine, les Nanabinz ont fait leur temps. Elles ne détiennent plus le monopole de la commercialisation de pagne au Togo. Pire, elles font face à une concurrence déloyale. Et les incendies des grands marchés de Kara et de Lomé survenus respectivement les 10 et 11 janvier 2013 sont venus aggraver la situation. Certains économistes parlent des centaines de milliards de francs CFA partis en fumée, des pertes que même la reconstruction d'autres marchés ne pourrait combler. Daouda, on évoquait avant le reportage de la contrefaçon qui est présentée comme le principal fléau pour les Nanabinz. Comment peut-on lutter contre cette contrefaçon et notamment contre ces produits qui viennent en provenance de Chine qui inondent le marché togolais? Aujourd'hui, c'est très difficile, Fanny, parce qu'on est dans une économie globalisée et Jean-Marie ne dira pas le contraire. La mondialisation fait que les frontières sont beaucoup plus ouvertes, etc. Vous importez et vous
exporter, c'est la règle du jeu. Malheureusement, et je dis malheureusement parce que des fois, l'Afrique ne représente pas plus de 3%, on parle de 2-3% du commerce mondial. Donc, quelque part, c'est toujours en la défaveur de l'Afrique, ce commerce mondial, international, etc. Par contre, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, établit des règles et ces règles sont pareilles pour tout le monde. Il y a aussi une certaine dimension qui fait qu'on ne peut pas empêcher les produits d'arriver, surtout quand ils proviennent du Nigeria. Il y a quand même des accords interrégionaux, etc., qui font que il y a une levée de barrières douanières, des choses comme ça. Alors, pour le cas de la Chine, comme le dit le reportage, des produits de moindre qualité qui viennent de la Chine, ça, par contre, c'est moins acceptable. C'est moins acceptable. Il faudrait peut-être mettre des normes. Quand on est dans une économie globalisée, la chose qu'on peut faire, l'une des seules choses qu'on peut faire, c'est de dire on établit des normes pour les produits qui rentrent dans nos territoires. Des normes de qualité, des normes d'hygiène. De label de qualité? Le label, c'est un petit peu différent, puisque le label, ça permet d'attester d'un certain process de fabrication ou alors de mise en place du produit. Il peut ne pas être un label de qualité, il y a des labels durables, etc. Par contre, effectivement, on peut tout à fait dire... bon, c'est ça qui n'est pas possible, justement, dans le cas de ces tissus, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas un tissu qui est dangereux pour la santé. Si c'était un produit alimentaire, l'État aurait pu jouer là-dessus en disant on interdit l'entrée de ce type de produit parce qu'il ne répond pas aux normes sanitaires, malgré qu'on ouvre les frontières pour commercer avec ce même pays. Mais là, c'est un petit peu délicat. Donc, ce qu'il faut faire... Par contre, l'État a quand même encore des leviers pour augmenter les taxes, de façon à ce que ces produits qui arrivent sur le marché soient plus chers. On ne critique pas la qualité, puisque la qualité n'est pas forcément dangereuse, mais on va faire une politique de taxation qui fait que quand ces produits arrivent sur le marché togolais, ils ne seront pas aussi peu chers pour concurrencer les pagnes qui sont là à la base. Jean-Marie, est-ce que finalement ce sont les Nana Benz qui n'ont pas su s'adapter à la concurrence? Moi, je partirais, si vous voulez, Fanny, d'un autre point de vue. Quand on parle, si vous voulez, du tissu togolais, on ne parle pas du tissu togolais en tant que tel. Les Nana Benz vendent exclusivement un tissu qui est importé. Donc, un marché, si vous voulez, le marché, il n'est pas uniforme. Un marché comporte différents segments. Les Nana Benz jusque-là ont été sur le marché avec des produits de qualité. Ce ne sont pas des produits, quand Daoud Ama parle des taxes, ce ne sont pas des produits togolais. Le pain dont on parle, c'est un pain qui est importé, c'est-à-dire on parle de la perte des revenus d'une catégorie de la population. Cette perte de revenus-là qui est liée aux commerçantes qui vendent du wax. Donc dès cet instant-là, pour moi, la concurrence doit jouer au niveau international. Un marché est segmenté. Vous avez plusieurs segments. Vous avez le bas de gamme, vous avez la moyenne gamme et vous avez le haut de gamme. Donc, il faut bien satisfaire, comment dirais-je, tous les consommateurs que vous avez sur votre marché. Donc, ce qui voudrait dire que les produits qui viennent de la Chine, Daouda vient de le souligner, nous vivons dans une économie qui est globalisée. C'est la mondialisation des échanges. Donc, à travers cette mondialisation-là, vous ne pouvez pas demander à un État, si vous voulez, d'impôt, puisqu'il y a toujours une réciprocité quelque part à respecter. Donc, dès cet instant-là, de mon point de vue, il est tout à fait logique qu'on se retrouve avec des produits de plusieurs qualités sur le marché. C'est ça le marché de la concurrence. Chacun met son produit sur le marché avec ses process de fabrication et c'est le consommateur qui sélectionne. Donc, en ce qui nous concerne ici, là, les Nana Benz, ce n'est pas une question d'adaptation, c'est une question de la concurrence. Peut-être que, bon, elles ont voulu rester sur le haut de gamme. Quand vous restez sur le haut de gamme, vous voyez bien que la clientèle que vous avez n'est pas la même que quand vous allez dans le bas de gamme. Et à partir du moment aussi où le pouvoir d'achat des consommateurs baisse, il faut prendre ça en compte, Fanny. C'est très, très important. Vous n'allez pas demander aux gens, si vous voulez, de commencer à aller acheter. Dans le reportage, vous nous disait la dame, 45 000 francs CFA, ça fait un salaire de quelqu'un, si vous voulez, bon, à la fin du mois. Donc, tout le monde n'y a pas accès. Donc, de mon point de vue, pour pouvoir contenter, c'est-à-dire tout le marché à travers ces différents segments, cette concurrence-là, pour moi, elle ne me gêne pas. D'autant plus que le tissu, si on parlait des tissus fabriqués au Togo, je comprendrais. Mais pour quelque chose qui vient de l'importation, je pense qu'il est tout à fait logique qu'on puisse ouvrir le marché et que le consommateur togolais ait le maximum de choix.
Alors, Daouda, comment faire pour ces nanabens, pour protéger leur activité? C'est à l'État de prendre des mesures? C'est la règle du jeu économique, hein, c'est la concurrence. Et je rebondirai sur ce que dit Jean-Marie. Effectivement, parce que trouver des produits 3 fois moins chers, ça correspond aussi à un certain pouvoir d'achat, à une certaine classe sociale qui a aussi besoin de s'habiller quelque part. Donc j'ai l'impression là qu'on est dans un produit haut de gamme, avec une chaîne économique qui est organisée sur le haut de gamme. Par contre, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat pour se l'acheter, donc il faut aussi laisser la possibilité, comme le dit Jean-Marie, effectivement, à tout le monde. Donc la solution, je ne l'ai pas, et je pense qu'il faut juste promouvoir les produits de bonne qualité et éventuellement, s'il y a un problème de compétitivité et que ça génère vraiment des revenus, les nanabens, à ce moment-là, essayer de développer des politiques de taxation pour les autres produits qui arrivent. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La France a décidé de déclassifier ses archives sur le génocide rwandais. Une décision prise ce mardi par l'Élysée, jour du 21e anniversaire du déclenchement du génocide. Une annonce saluée par les associations de victimes. Et en Algérie, les acteurs de l'opposition réunis au sein de la coordination pour les libertés et la transition démocratique se sont concertés ce mardi. Une feuille de route a été mise en place en attendant le grand congrès fixé au 5 mai prochain. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.